On ne les voit jamais et pourtant ils sont indispensables au fonctionnement d'Internet. 1 million de kilomètres de câbles sous-marins partout dans le monde pour alimenter nos réseaux. Mais qui s'en occupe? Comment sont-ils sécurisés? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Aurélien Vigano. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Vous êtes directeur des infrastructures internationales chez Orange et on est ravis de vous avoir aujourd'hui pour parler câbles sous-marins parce que c'est un sujet, on se le disait d'ailleurs, qui finalement un peu mystérieux. On a tous un peu l'impression qu'Internet fonctionne comme par magie, sauf qu'en fait tout ça est très terre à terre ou terre à mer d'ailleurs, j'ai envie de dire. Alors très concrètement, on revient aux fondamentaux. Un câble sous-marin, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Alors, avant tout, un câble sous-marin, c'est une fibre optique, une paire de fibres optiques ou quelques-unes à l'intérieur d'un câble de polyéthylène avec un peu de métal autour. Mais finalement, souvent, on a l'impression que ça va être une infrastructure très importante, comme un pipeline. C'est pas du tout ça. C'est finalement au fond des mers, la taille de votre petit doigt. D'accord. Donc, ça, on met ça au fond des mers pour, en gros, brancher Internet entre deux continents, si je résume. Exactement. Si vous avez besoin d'aller accéder à un serveur qui soit aux États-Unis, ce qui est très très souvent le cas, ou d'accéder aux informations, faire une visio avec vos confrères de CNN, là vous allez effectivement utiliser des câbles sous-marins. Dans 99% des cas, le satellite un petit peu, mais ultra majoritairement les câbles. Donc oui, la plupart du réseau, la plupart des connexions, ça se fait par des câbles sous-marins. C'est-à-dire que finalement, vous le disiez, 99%, ça passe sous la mer en fait. 99% et ça depuis les années 1850. Vraiment depuis le début, les câbles télégraphiques. Alors ça c'est intéressant, la date 1850, parce que quand on se parle de câbles sous-marins, on se dit oui c'est Internet, c'est de la fibre optique, c'est la vitesse de la lumière. Non, en fait le câble sous-marin c'est un très 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 vieux truc. C'est quasiment aussi vieux que le télégraphe. On parle vraiment de 3 ans d'écart. À partir du moment où les êtres humains commencent à construire des câbles télégraphiques, ils essayent de les mettre dans l'eau. Bon, dans l'eau, ça ne marche pas parce qu'il y a de l'électricité et ça court-circuite. Donc, il va falloir quelques années pour arriver à construire un système qui fonctionne. Et 1850, 1860, on est vraiment à quelques premiers câbles sous-marins entre la France, l'Angleterre, entre ces deux pays et les États-Unis. On retrouve les routes qui sont essentielles aujourd'hui et on retrouve les mêmes acteurs, finalement, les ancêtres de nos ancêtres d'Orange. Bah oui, alors justement, voilà, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'Orange est ici pour en parler? Parce que ces câbles sous-marins, il faut bien quelqu'un pour les fabriquer déjà. Alors, c'est pas forcément Orange, pour les fabriquer. Puis ensuite, pour aller les poser. Alors déjà, qui fabrique ces câbles? Alors, il y a quelques acteurs au monde. Alcatel Submarine Networks, qu'on a la chance d'avoir en France. Il y a aussi Subcom aux États-Unis, Huawei en Chine. Voilà, quelques acteurs qui vont construire ces câbles. Comme vous le disiez, après, il va falloir les poser puis les maintenir. Pour ça, il y a des navires qui sont des navires très spécifiques, des navires câbliers. Et là, Orange entre en jeu. Donc là, c'est des opérateurs. Donc, c'est les opérateurs mobiles. Hein. Orange. Opérateurs spéciaux. Alors, pas tous, oui, évidemment. D'ailleurs, je crois qu'il y en a très peu qui font ce métier. Hein. C'est en gros un peu les gros opérateurs historiques, j'ai l'impression. Même pas que. Hein. Pas que. C'est certains opérateurs qui ont fait ce choix de verticalisation, de prendre en main leur destin, comme Orange historiquement. En gros, pour vous dire, il y a 40 navires au monde, des navires câbliers, et on en possède 7. Donc, vous avez une grosse partie de la flotte. Donc, 7 navires. Il y a des bateaux Orange qui vont dérouler du câble. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'image du technicien qui va venir brancher la fibre à la maison. Et le boulot se fait jusqu'au bout. Et alors, comment ça se passe concrètement? Parce que j'imagine, pour poser un câble entre la côte ouest de la France et les États-Unis, il y a combien de kilomètres? Alors, on est à des milliers de kilomètres, effectivement, 6000 kilomètres. 6000 kilomètres. Comment on fait pour avoir 6000 kilomètres de câble sur un navire? Il va falloir que vous le leviez dans les cuves du navire. On a la chance d'avoir des navires qui sont faits spécifiquement pour ça. Donc effectivement, ils ont les cubes sur place. Le câble est fait spécifiquement pour ça. On voit, quand on se visualise un câble sous-marin, on voit du métal qui est là pour protéger. Dès qu'on peut, on va éviter le métal parce que ça permettra que ce soit moins lourd, plus petit, etc. pour arriver à tout mettre, ces milliers de kilomètres, sur un seul navire ou éventuellement 2. Donc en gros, vous enroulez le câble dans la cale du navire de façon hyper minutieuse pour optimiser l'espace. Un mois pour le monter sur le navire. 1 mois pour enrouler, quoi. Ah oui, c'est monté à la main par des gens qui le transportent depuis l'usine jusque dans le Parce que oui, il faut quand même revenir là-dessus. Alors évidemment, les premiers câbles en 1850, c'était pas ça, mais aujourd'hui, un câble Internet, c'est quoi? C'est une fibre optique. Donc une fibre optique, c'est un fil, hein, j'ai envie de dire, un fil lumineux qui va transmettre l'information à la vitesse de la lumière.
par définition. C'est ça. Mais c'est un truc hyper fragile. On l'a même chez soi quand on voit le petit câble fibre optique derrière. Si on le coude, ça se pète, c'est cassé. Donc comment est-ce qu'on assure qu'un fil qui est plus fin, je pense, qu'un cheveu, va être parfaitement conservé sur 6000 km à, je sais pas moi, 3000 mètres de profondeur. Milliers de mètres de profondeur et pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, idéalement, on n'y touche jamais. Donc effectivement, quand on le manipule au début, il va falloir qu'on fasse attention à ne pas le casser, à ne pas le tordre, parce qu'effectivement, si on le tord, il ne se remet pas comme il faut, il y a de la lumière qui peut sortir, entre guillemets. Donc oui, vous faites tout ça minutieusement, et de la même manière, quand le navire va le poser, il va le poser doucement, délicatement. C'est la même problématique qu'il va avoir si à un moment le câble est coupé. Ça peut arriver. Il est coupé par un pétrolier qui a lassé son ancre, il est coupé par un tsunami ou je ne sais quoi. Là, il va falloir que le navire câblier, d'abord le retrouve, et après le remonte, pareil, extrêmement délicatement, sinon en le remontant, il va le réabîmer. Et en fait, alors, vous m'avez apporté un câble ici, enfin plusieurs câbles sous-marins. Donc pour ceux qui voient la vidéo, je le montre, mais sinon je vais le décrire. En gros, il y a une espèce de petite pointe où là, on imagine que c'est la fibre au milieu. C'est ça. Et puis autour, en fait, c'est que de la protection. C'est-à-dire, il y a peut-être 1 millimètre de fibre, enfin, je ne sais même pas combien ça mesure, et 7-8 centimètres uniquement de la protection. C'est-à-dire qu'il n'y a que du blindage et du blindage et du blindage autour pour faire en sorte que ce soit solide. Alors pratiquement, oui. Et ce blindage, on ne va pas l'avoir partout. Parce que comme on le disait, là, on est vraiment dans l'optimisation. On va faire un survey. Au début, on va aller vérifier la route pour dire, OK, pendant 400 mètres, il faudra qu'on mette du blindage parce qu'il y a des rochers, parce qu'il y a beaucoup de courant. Ça pourrait frotter et abîmer le câble. Après, en revanche, on est sur du sable à 2000 mètres de profondeur pendant 5 km. Et ben là, on met juste une partie en polyéthylène, etc. Et sur les milliers de kilomètres, on est extrêmement précis comme ça. Et alors, juste, c'est quoi l'intérêt d'Orange de faire ça? Parce que j'imagine que ça doit coûter une petite fortune. Je ne sais pas combien ça coûte de relier. Dizaines, plusieurs centaines de millions d'euros en fonction des distances. Mais c'est rentable, ça? Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous-même, vous investissez et après, comment vous en bénéficiez du retour sur investissement là-dessus? Alors, déjà, ce que vous disiez au début, c'est nécessaire. En fait, sans ces câbles sous-marins, l'Internet ne fonctionne pas. Donc, c'est une partie intrinsèque de notre service. On a deux choix possibles dans ces cas-là. Soit on construit nous-mêmes, soit on décide de faire appel à d'autres qui auraient des câbles sous-marins. Comme pour les navires, notre choix, c'est de prendre notre destin en main, et ça, on l'a fait très historiquement. Il faut que l'Internet soit là, il faut que l'Internet soit là en permanence. Donc, on investit dans plusieurs câbles sous-marins sur chaque route. On parle beaucoup du transatlantique, mais il faut aussi qu'on puisse relier l'ensemble des pays africains avec lesquels nous avons beaucoup de contacts économiques et culturels, dans lesquels nous avons Orange plusieurs filiales. Il faut qu'on relie l'Asie, bien entendu, sur chacune de ces routes. À chaque fois, bien sûr, on fait un business plan, mais souvent, on se retrouve à investir, à construire, et construire pour 25 ans. Et alors, du coup, comment ça se passe? Parce que vous faites transiter la donnée des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde, en France, par exemple. Évidemment, tout le monde n'est pas chez Orange. Donc, pour les autres opérateurs, ils utilisent vos câbles. Oui, bien entendu, on a une activité wholesale, donc de vente aux opérateurs. Donc si vous êtes un autre opérateur français, un autre opérateur d'ailleurs international, vous pouvez venir chez nous pour utiliser nos câbles. D'accord, donc vous les sous-louez. Et alors, on a vu quand même un phénomène depuis une dizaine d'années, c'est que historiquement, ces câbles, comme vous le disiez, c'était un peu des acteurs de longue date qui déroulaient ces câbles et qui avaient des navires, etc. Et depuis 10 ans, tout ça s'est un peu passé aux mains des GAFA. Alors, il y a évidemment toujours Orange, il y a d'autres opérateurs, mais il y a eu énormément de moyens mis par les GAFA. Et aujourd'hui, finalement, les plus gros câbles, on a l'impression, sont mis en place par Google, par Facebook, par Microsoft et Amazon, qui participent aussi dans une moindre mesure. Comment vous expliquez ça ? Alors, c'est vrai que c'est une révolution, on va dire. La première fois que Google rentre dans un câble en propre, c'est en 2010 avec Unity. Et aujourd'hui, Google, Facebook sont présents les deux dans au moins 10 câbles au niveau mondial. Et comme vous le dites, ce sont les derniers câbles, donc des câbles qui ont des très fortes capacités. En revanche, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils rattrapent le retard, entre guillemets, puisque Orange investit en permanence, continuellement, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Eux, ils arrivent récemment et ils ont compris, comme nous, ils ont compris l'importance pour que leur service fonctionne en permanence, que ce soit les applications, le cloud, etc. Ils se sont dit, OK, il faut qu'on passe à cette échelle. Ils mettent effectivement les moyens, plus de moyens que nous, mais sur une durée, on verra si cette durée est permanente. Il y a combien de câbles au global? Vous disiez, ils en ont une dizaine.
Dans le monde, il y a combien Alors, au total, on parle plutôt en kilomètres de câbles, parce Ouais. que c'est des tout petits et très longs. Ouais. Il y a 1 200 000 kilomètres de câbles. Nous, on est présent sur 450 000 kilomètres. Donc, vous voyez, c'est quand même une proportion significative. Et effectivement, les Meta ou les Google sont en train de rajouter notamment un grand nombre de câbles transatlantiques à 6 000 kilomètres à chaque fois, un tous les 2 ans pour l'instant. Mais je comprends pas trop leur intérêt parce que vous, Orange, on comprend très bien, un opérateur, soit vous le faites vous-même, soit vous payeriez quelqu'un d'autre pour le faire. Oui. Eux, c'est juste pour diversifier leur activité parce que non, mais parce que c'est pour quelque part, on peut se dire contrôler leurs données et les flux, mais finalement, ça reste les opérateurs qui facturent les réseaux. Finalement, les GAFA, eux, ils payent pas, ils n'ont pas à payer pour qu'on transporte leurs flux. D'ailleurs, c'est l'objet d'un conflit entre opérateurs et GAFA. Les opérateurs aimeraient bien dire aux GAFA, vous êtes gentils, enfin aux GAFA, Netflix, Google, etc., payez-nous un peu parce que vos données, vos vidéos en streaming et Netflix, c'est énorme chez nous. Mais eux, ils ne payent pas pour ça. Donc, quel intérêt ils ont à mettre ces câbles ? C'est le besoin et la dépendance, on va dire. Souvent, le discours des OTT, des GAFAM, c'est de dire il faut que je disrupte le marché parce que le marché ne va pas assez vite. Et là, typiquement, il y a eu à un moment cette sensation qu'en construisant leur propre câble sous-marin, ils seraient disponibles plus vite. Et ils ont besoin, effectivement, de nouveaux câbles sans arrêt. En fait, il faut voir aujourd'hui qu'un Meta, par exemple, 90%... Meta maison mère de Facebook, voilà, Instagram et WhatsApp. À 90% de ces données sont des données en machine-to-machine. Ce n'est pas vous qui allez chercher votre vidéo, c'est de la synchronisation permanente entre leurs data centers aux États-Unis et des data centers en France, par exemple. Donc pour ça, avec cette croissance exponentielle de ce trafic, ce qu'ils se sont dit, c'est OK, prenons nos responsabilités, notre destin en main, construisons des câbles sous-marins. Finalement, en fait, ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'ils ont quand même besoin, notamment des opérateurs, et donc on est partenaire en général sur ces câbles, Dunant avec Google récemment, Amitié avec Meta, Facebook, qui va arriver dans les prochains mois. Nous sommes partenaires parce que déjà, il faut avoir la relation avec les autorités françaises, il faut avoir des réseaux en France, par exemple. Tout ça, c'est nous qui l'apportons. Et comment ça se passe quand le câble il arrive dans le pays ? Alors, je sais par exemple, en France, on est un des principaux hubs de câbles, forcément, puisque par la géographie du pays, à la fois par la Méditerranée et à la fois par l'Atlantique, on est quand même relié à l'Afrique et aux États-Unis, et enfin en Amérique. Le plus gros hub en France, c'est Marseille, il me semble. En Europe d'ailleurs, c'est Marseille, c'est là où il y a le plus de câbles qui arrivent. De loin, il y a vraiment eu un cercle vertueux qui s'est passé. Il y a une volonté nationale déjà d'attirer ces câbles sous-marins parce qu'il y a un impact économique qui est très clair. Et à partir de là, quand vous avez des câbles sous-marins, ça attire des data centers. Les data centers attirent des câbles sous-marins. Et aujourd'hui, effectivement, Marseille est dans le top 7 donc des, c'est un cercle plus grandes villes vertueux. mondiales. Ouais. Et alors, juste concrètement, ça se passe comment ? Je suis à Marseille, où il y a tous les câbles, ou une grosse partie qui arrive. Ça sort de l'eau. Comment on se branche concrètement ? Vous êtes Orange, donc vous reliez à votre réseau, j'imagine. Il y a quoi ? Il y a tous les opérateurs qui sont reliés aussi. Il y a Netflix qui va se brancher aussi, Google qui va se brancher aussi pour aller envoyer aussi d'autres infos à ses serveurs. Concrètement, ça se passe comment ? On a des gros boîtiers, des centres de données qui sont interconnectés ? Voilà, vous avez dit centres de données. De plus en plus, ces data centers, ces centres de données, c'est là où on va trouver toutes les interconnexions entre les opérateurs. Donc nous avons notre câble, ou alors le câble que nous avons en partenariat avec d'autres opérateurs ou d'autres GAFAM, qu'on va amener chez nous progressivement, depuis la mer, la plage, notre premier réseau, jusqu'à un point de concentration. Et après, on va se relier effectivement avec des centres de données où on va s'interconnecter avec les autres. Et juste une question, c'est sécuriser comment ce truc-là ? Parce que c'est pour ça que je vous dis pas tout. Voilà. C'est ça, parce que j'imagine quand même que ça doit être bien sécurisé. Parce que si on arrive et qu'on coupe tout, qu'on coupe le câble, ça peut être dangereux. D'ailleurs, comment ça se passe si concrètement j'ai un sous-marin, par exemple, russe, je sais pas, ou chinois, peu importe, qui se disait tiens, on va aller embêter un peu les Européens et on va couper un câble. Est-ce que ça veut dire qu'on serait en blackout en France ou en Europe ? Alors avec un câble, non, en fait. La spécificité des câbles sous-marins, tout à l'heure, vous avez vu à quel point c'était finalement petit. Donc c'est en effet assez fragile. Et c'est fragile pas seulement contre les sous-marins ou je ne sais quoi, mais vous avez une encre qui passe à un endroit et qui peut arracher un câble sous-marin. Ça se produit. Et dans ce cas-là, on va le réparer. Mais notre métier, c'est de ne pas avoir un seul câble sous-marin, mais d'avoir un réseau de câbles sous-marins. Si demain, vous avez une coupure, demain, je peux prévoir qu'il y aura une coupure. D'ailleurs, il y en a très régulièrement. Vous ne la sentirez pas. On passera par un autre de nos câbles. C'est-à-dire qu'il y aura un reroutage, les données prendront automatiquement une autre... Et d'ailleurs, oui, dans l'autre sens, si on veut entretenir ces câbles, comment ça se passe ? Si on envoie des... Alors, peut-être pas des plongeurs, mais il faut remonter le câble à chaque fois. Comment ça se passe pour faire une intervention ? Comme à la maison, il y a le technicien qui arrive et qui va regarder le câble et regarder ce qui se passe.
Comment ça se passe à 3000 mètres de profondeur? Nous, on a des techniciens très très spécialisés là-dessus, puisqu'effectivement, ils sont sur le navire. Le navire va appareiller en moins 24 heures. Il va partir. Parfois, il va faire une semaine de trajet pour arriver jusqu'à l'endroit où il y a la coupure, au large du Nigeria, par exemple. Et là, il va falloir retrouver le câble. Quand le câble est coupé, souvent, c'est parce qu'il y a eu une tension à un moment donné énorme. Donc, le câble peut gicler à 500 mètres. Et il est à 2000 mètres de profondeur. Il faut le retrouver déjà. Il faut arriver déjà à le retrouver. On a des robots qui sont spécialisés pour arriver à faire ça. Donc, ils descendent? Ah ouais. Qui descendent, qui ont un ombilic pour pouvoir envoyer les informations, les images, qui vont à un moment donné retrouver le câble, et on va remonter le câble délicatement, et une fois qu'il est en haut, on va faire l'épissure, là, vous savez, cette soudure de la fibre que fait le technicien chez vous, qui doit être hyper précise, parce que sinon, on perd de... J'en ai eu un à la maison il y a 3 semaines, c'est impressionnant. Là, c'est la même chose, ils sont impressionnants, parce qu'en plus, il peut y avoir une tempête, des choses comme ça, c'est ça qui a causé la coupure. Ils vont arriver à extrêmement précisément mettre les deux fibres l'une en face de l'autre. Et alors j'imagine qu'on n'est pas tous armés contre ces coupures, parce que il y a un cas notamment assez marquant, vous parlez de tempête, au Japon notamment en 2010, il y a une coupure parce que vous dites si un câble est coupé, effectivement l'information elle est reroutée, mais s'il y a plusieurs câbles qui sont coupés en même temps, parce qu'il n'y en a pas non plus 300, il y en a 15, 20 sur un pays par exemple. Bien sûr. Nous en tout on est présent sur 40 câbles. Oui, mais sur la France, par exemple. Donc, sur la France, rien qu'à Marseille, on en a 15. 15, c'est ça. 15 câbles qui arrivent à Marseille. Sur une route comme... Alors, vous parliez du Japon, on a aussi un exemple avec l'Inde. C'est vrai, à un moment donné, il y a un événement qui cause la coupure simultanée de 2 câbles au nord de la Sicile, et l'Inde perd 70% de son trafic. Et ça, c'était quoi? Le Japon, c'était un tremblement de terre? Ouais, et là, c'était un pétrolier. C'est un pétrolier. Un pétrolier en perdition qui arrache les câbles dans le détroit. Oui. Voilà, là on perd effectivement beaucoup de trafic, mais... il reste quand même encore beaucoup de trafic qui est disponible. Donc, temporairement, les opérateurs indiens ont dû faire une contention, ont dû limiter le trafic vidéo des éléments comme ça. Et bien sûr, l'industrie, dans ce cas-là, se mobilise. Il y a une grande solidarité, pas seulement de l'opérateur qui est présent sur ce câble. Les autres viennent à la rescousse, les navires se mobilisent le plus vite possible, et on essaye même de mettre à disposition nos propres capacités sur d'autres câbles pour que le trafic puisse être rerouté. D'accord. Et parce que le Japon, oui, ils avaient 12 câbles. Ils en avaient 6, il y en a 5 qui ont été coupés. 6, pardon, et il y en a 5 qui ont été coupés. Voilà. Donc ils ont dû quand même... Ils sont passés pas loin de la catastrophe. C'est ça, là on parle, s'il y en a 6 qui sont coupés, on parle du blackout total d'Internet. Ouais, du blackout temporaire. Temporaire, mais... Il faut bien voir que les câbles, c'est souvent long pour être réparé, mais souvent. Vous pouvez avoir une coupure qui est finalement très près de la côte, le navire met 2 heures pour se rendre sur place, et c'est près de la côte, donc c'est pas très profond, vous pouvez le réparer rapidement. Voilà. Donc vous allez remonter de un seul câble à 2, à 3 progressivement. Et ils récupéreront la totalité de leur câble au bout d'1 mois, mais le dernier, ce sera pas négatif pour eux. Alors moi j'ai une question, c'est pour les moderniser ces câbles, est-ce qu'on peut les moderniser ou est-ce qu'il faut en mettre de nouveaux? Parce que j'imagine, aujourd'hui c'est de la fibre, mais on connaît tous la fibre puisqu'on l'a, enfin tous, pour plus de la moitié de la population française, si je dis pas de bêtises, là désormais à la maison. Avant c'était la DSL, mais du coup est-ce que les câbles de l'internet fibre d'aujourd'hui, c'est les mêmes que les premiers câbles d'internet, donc je suppose dans les années 90, qui ont été posés à l'époque d'ailleurs? Est-ce que c'était déjà de la fibre? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a eu des sauts technologiques. Vous pouvez changer les équipements aux extrémités, et effectivement, vous pouvez moderniser un câble durant sa vie. En revanche, vous ne pouvez pas passer du cuivre à la fibre. Donc il y a eu un saut extraordinaire qui s'est produit. Les premiers câbles, c'était du cuivre. Oui. Les premiers câbles, donc on parlait tout à l'heure de 1850. 1850, on est en cuivre, et on reste en cuivre jusqu'en 1988. Oui, mais par contre, les premiers câbles Internet, c'était aussi du cuivre? C'est aussi du cuivre. Ah, les premiers, d'accord. Voilà, on améliore tout un tas de choses. On met un conducteur pour pouvoir amener de l'électricité, pour pouvoir régénérer le signal progressivement, et ça nous permet d'augmenter les capacités. Voilà, plein d'évolutions, mais ça reste du cuivre. Jusqu'en 1988, et c'est seulement à ce moment-là qu'apparaissent les fibres. C'est des câbles qui sont totalement différents, et il faut changer complètement tous les câbles du monde. D'accord. Et du coup, ceux qui sont trop vieux, qu'est-ce qu'on fait? On les déterre, on les réenroule et on les jette?
On les On les recycle. récupère et on les recycle. Oui, c'est ça. Et on les recycle, on a des chaînes spécifiques, de la même manière qu'on a des chaînes de production, il y a aussi des chaînes de recyclage, parce que finalement, à l'intérieur, vous avez du métal, vous le voyez, il y a du fer, il y a du cuivre, tout ça, ça peut se valoriser. Sur 6000 km, j'imagine que ça doit peser. Ça doit... C'est rentable d'aller le récupérer. C'est ça. En plus, c'est durable et rentable. Parfait. Oui, c'est ça. Après, je voudrais revenir aussi sur un autre élément qui est la sécurité, mais pas la sécurité physique, la cybersécurité. Parce qu'il y avait eu les révélations Snowden, donc il y a 10 ans d'ailleurs, il y a une décennie, où on parlait notamment de ces câbles sous-marins, où on a parfois évoqué le fait que des agences de renseignement, des services de renseignement, notamment la NSA aux États-Unis, se branchaient, entre guillemets, sur ces câbles, sur les côtes est des États-Unis, pour aller espionner, entre guillemets, les données. Donc déjà, une question toute bête, est-ce que c'est vrai et deux, est-ce que si on arrive à avoir une connexion, que ce soit aux États-Unis ou sur l'arrivée à Marseille, si on arrive à être branché ou avoir un accord avec un des opérateurs qui est branché, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Est-ce qu'on va voir le message Facebook que j'ai envoyé à ma tante qui est aux États-Unis? Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, parce que finalement, on dit depuis tout à l'heure qu'on est sur des câbles qui sont à 3000 mètres de fond. Pour écouter quelque chose, vous allez descendre à 3000 mètres. Déjà physiquement, vous pouvez pas descendre à 3000 mètres. Non, on se met là où ça arrive, c'est-à-dire une fois que c'est sorti de l'eau, sur la côte. Donc dans ce cas, c'est pas spécifique au câble sous-marin. Vous pouvez le faire sur n'importe quel réseau. Non, parce que ce qu'on disait, c'était qu'il y avait un accord, évidemment, pas un pirate. Non, je disais ce que j'expliquais. Et souvent, on parle de pirate. Tout à l'heure, vous parliez de Non, là, c'est pas du piratage. Oui, je suis d'accord. Si on veut pirater, on peut aller, entre guillemets, attraper du câble ailleurs. Non, ce que je disais, c'est qu'il y avait un accord avec des opérateurs, des GAFA, pour prendre ce qui se passait à la sortie, pour avoir, entre guillemets, un peu tout ce qui est arrivé, c'est-à-dire pour être tranquille, c'est-à-dire pour le prendre un peu à la racine et avoir une vue sur l'ensemble des données. Mais est-ce que c'est réaliste? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit si on devait avoir tout ce qui est arrivé sur un câble à Marseille, qu'est-ce qu'on verrait comme données? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffrement aussi. Alors, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de chiffrement et il y a beaucoup tout court, en fait. Il y a une masse de données qui est colossale sur ces câbles sous-marins et qui, en plus, est multiplexée. Alors, c'est un peu compliqué, mais si vous prenez la couverture de Pink Floyd où on voit un prisme avec de la couleur multicolore, ça vous permet d'avoir plein de signaux et vous regroupez tout ça en un seul signal. Sur le câble sous-marin, c'est ce signal. C'est ce signal où il y a tout, finalement, qui est mélangé. Et après, il va falloir, dans nos réseaux, qu'on arrive à sortir ça et à spécifier votre message à votre grand-mère de tel autre élément. Si vous récupériez ce qui sort du câble, mais qu'est-ce que vous en faites? Effectivement, c'est tout un mélange, et en plus, un mélange de données qui elles-mêmes sont chiffrées. Oui, parce que maintenant, il y a une grosse partie de l'Internet qui est chiffrée. Donc, même si on avait ces données, en fait, on n'a que des boîtes, mais par exemple, je sais pas moi, un message WhatsApp, on ne peut pas y avoir accès. C'est ça. Il faudrait que vous cassiez le chiffre, mais déjà physiquement, il faudrait que vous sépariez les données. Donc c'est un travail colossal. Alors, je ne peux pas dire si la NSA sait le faire. En tout cas, c'est pas n'importe qui peut arriver et se brancher et écouter votre conversation. Oui, ça semble assez compliqué. Et après, moi, une question que je me pose aussi, c'est ces câbles. C'est un peu le passé et le présent. Est-ce que l'avenir, vous pensez que ça va continuer à passer par ces câbles? Parce que aujourd'hui, donc c'est 99% du trafic, mais il y a notamment Starlink d'Elon Musk, c'est-à-dire un Internet par satellite avec des constellations de satellites qui sont là aussi pour remplacer ces câbles sous-marins. Est-ce que demain, les câbles sous-marins resteront indispensables, ou est-ce que, je sais pas, dans 20 ans, on sera plus par satellite? Alors en fait, les constellations de satellites, dont je m'occupe aussi, ne sont pas là pour remplacer, elles sont là pour compléter. Typiquement, quand on parle de Starlink, l'objectif de Starlink, c'est d'arriver à mieux couvrir en rural aux États-Unis. Parce que le câble sous-marin, il est sympa, il est énorme, mais il va d'une plage à une autre plage. Donc ça ne couvre pas tout. À partir de là, vous êtes obligé d'avoir des bons réseaux terrestres et vous êtes obligé d'avoir du satellite. On a des opérations, nous, au Burkina, au Mali, des pays qui ne sont pas du tout accessibles par des câbles sous-marins, qui sont totalement enclavés. Là, le satellite est d'une grande aide. Le satellite vit effectivement une révolution technologique avec des capacités qui sont en train d'être multipliées, bien multipliées, mais ça reste quand même aujourd'hui 1000 fois inférieur à ce qu'on peut avoir sur les câbles sous-marins. Et ça coûte plus cher? Si au global, de l'Internet par satellite, si on veut déployer une constellation, j'imagine, déployer du câble, c'est très cher, mais enfin, déployer une constellation de satellite, j'imagine que c'est encore plus cher. Alors, oui, effectivement, on peut dire, j'ai des exemples en tête où on est 1000 fois plus cher. 1000 fois plus cher. Oui, donc ça reste quand même rentable d'avoir du bon vieux câble.
C'est très finalement. rentable. Et d'ailleurs, c'est comme ça, vous parliez tout à l'heure de la rentabilité. On a certaines zones, si on parle de la Guyane, la Réunion, etc., où il faut qu'on amène du trafic. Dans le passé, on utilisait des satellites. Et à chaque fois, systématiquement, on s'est dit, on va remplacer ce satellite par un câble sous-marin. Est-ce que c'est rentable? Ah oui, on fait directement le câble sous-marin. Et du coup, l'autre question aussi, c'est aujourd'hui, donc il y a à peu près 400 câbles dans le monde. Est-ce qu'il en reste beaucoup à mettre? Parce que là, on a beaucoup parlé des États-Unis et de l'Atlantique, mais enfin, il faut aussi se relier à tous les autres pays du monde, notamment en Asie, en Afrique. Est-ce que dans quelques années, on aura 500 câbles ou est-ce qu'on en aura plus 8000, 10 000? Enfin, est-ce qu'il va y avoir une croissance exponentielle de ces câbles, peut-être avec des câbles aussi plus petits, plus localisés, ou est-ce qu'on est déjà arrivé à un déploiement qui est assez mature? En fait, la problématique, déjà, c'est celle du renouvellement. Parce que ces câbles sous-marins, ils durent environ 25 ans. Au bout de 25 ans, on parle d'une obsolescence technico-économique parce qu'il y a eu des progrès de fait depuis et les nouveaux câbles amènent beaucoup, beaucoup plus de trafic. Et il y a 25 ans, on était en l'an 2000, au moment du boom Internet et le moment où on a déposé plein de câbles. Ces câbles, ils sont en train d'arriver à la retraite. Donc on a une problématique aujourd'hui, c'est de remplacement des câbles transatlantiques aujourd'hui. Dans 2 ans, il faudra remplacer les câbles entre l'Afrique et l'Asie, par exemple. Voilà, il y a ce renouvellement. Et comme vous le disiez, fort justement, il y a plein de petites routes. De petites routes où d'ailleurs les GAFAM ne vont pas aller spontanément. Et ce sont plutôt des opérateurs comme Orange qui allons construire un câble directement vers la Guyane, par exemple, pour assurer la continuité territoriale. Ou alors entre la France et l'Irlande sans passer par le UK dans le contexte du Brexit. Voilà, ce sont des nouvelles routes. Donc en permanence, oui, on a des nouveaux câbles qui apparaissent. Et sur les standards actuels, d'ailleurs, d'un câble, alors c'est assez abstrait, hein, mais un câble, ça peut transporter quoi, en fait, comme quantité de données? Alors ça peut transporter 500 terabits. Effectivement, Oui, c'est très abstrait. Voilà. C'est quoi? Je sais pas, c'est 5% de ce que du trafic en France, par exemple, ou c'est Alors, ou c'est 10%? finalement, c'est chez 1%? vous, vous avez 1 giga. 1 giga qui arrive avec la fibre. Donc, 1 Tera, c'est 1000 fois ça. 1 Tera, c'est 1000 fois, et là, on est à 500 Tera. Donc 500 000 fois ce que vous avez chez vous sur un seul câble. On a plusieurs câbles, mais surtout, vous n'êtes pas en permanence en train d'utiliser la liaison entre la France et les États-Unis. Sachant qu'en général, 1 gigabit, on l'utilise assez peu. Enfin, en général, c'est ça, vous l'utilisez de manière sporadique. Exactement. En fait. Donc là, le dimensionnement est bon, mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une augmentation du trafic d'environ 20-25% tous les ans. Merci beaucoup d'être venu dans Métadonnées, hein. Aurélien Vigano, directeur des infrastructures internationales d'Orange. Merci de nous avoir parlé de ces câbles sous-marins qu'on oublie parfois. On a l'impression qu'ils n'existent pas ou on les connaît pas assez bien, mais en fait, c'est assez passionnant. Merci encore d'être venu nous voir dans Métadonnées. Au revoir.